Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de recevoir un invité exceptionnel, alors à différents points de vue. Déjà parce que c'est pas une typologie d'invité habituel sur Génération Do It Yourself, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel avec vous le verrez probablement, des expériences uniques, je pense. Donc voilà, François Dupont. Bonjour François, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis ravi aussi. Alors on est sur Génération Do It Yourself. On va rentrer au moment où on enregistre bientôt dans la 4e semaine de confinement, pas tout à fait un mois encore. Toi, tu es donc amiral, donc si je me trompe pas, c'est l'équivalent d'un général, mais plutôt dans la marine, c'est ça ? C'est beaucoup mieux qu'un général, parce que c'est dans la marine. Ah, d'accord. En effet. Donc, amiral Dupont. Alors, j'étais très content parce que j'échangeais avec, j'ai quelques auditeurs dans l'armée et j'ai échangé avec un de mes auditeurs récemment et puis je lui dis ça y est, je suis content, j'ai un militaire qui va pouvoir nous parler du confinement. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis je lui dis, je lui donne ton nom. Il me dit ah bah oui, en effet. Et il me dit mais quel nom très français. Je lui dis ah bah oui, là on peut pas faire plus français. Pas faire mieux. Et le prénom et le nom. Ouais, c'est ça. Mais il n'empêche que voilà, l'amiral François Dupont a laissé des marques, semble-t-il, au sein de l'armée. Donc tu étais également, alors on dit commandant de sous-marin ? Alors j'ai été commandant de sous-marin, mais à la fin de ma carrière, parce que pour former un commandant de sous-marin, il faut en gros 25 ans, entre le moment où on commence et le moment où on vous autorise à commander un très gros sous-marin, comme ça a été mon cas. Il se passe du temps. D'accord. On va revenir là-dessus et justement, j'ai déjà plein de questions à ce sujet et comment on y arrive. Mais avant, je dois continuer la présentation. Tu es également auteur d'un livre qui s'appelle justement Commandant de sous-marin, qui est sorti le 16 octobre 2019 aux éditions Autrement. Je vais revenir sur ce point également, peut-être pour te présenter et introduire un peu l'épisode. Et puis, tu es aussi un membre très actif de l'APM, l'Association pour le progrès du management. Qu'est-ce que c'est en quelques mots l'APM ? Alors l'APM, c'est une association qui a été créée en 86 ou 87 par Pierre Belon, qui était le patron et le créateur de Sodexo, et qui s'est dit que pour qu'une entreprise fonctionne bien, il fallait que ses dirigeants fonctionnent bien, et pour que les dirigeants fonctionnent bien, il faut leur donner d'autres expériences et accès à d'autres savoirs, d'autres réflexions que le seul boulot de dirigeant. Voilà. Et donc nous sommes 350 experts qui sommes tous de secteurs très, très différents. Alors il y a bien sûr des DRH, bien sûr il y a des outplaceurs, bien sûr il y a des chasseurs de tête, mais il y a aussi des hommes d'église, il y a des clowns, et puis des gens qui sont complètement en dehors de ce métier d'entrepreneur direct. Et voilà, et donc je fais partie des quelques militaires qui sont, on est 4 ou 5, dont 3 marins, qui expliquons notre métier. Et on essaye de chercher des analogies entre ce que nous faisons, nous, à bord de nos bateaux, et ce qui se passe dans l'entreprise. Je ne peux pas être plus d'accord avec le but, en effet, de cette association. On trouve donc tout sur www.apm.fr, mais en effet, c'est un de mes objectifs avec Génération Do It Yourself, c'est de, comme on le fait aujourd'hui avec toi, alors sur cette période spécifique, mais d'aller chercher dans toutes les notions d'effort, de courage, de résilience, de créativité, de routine, et souvent on va les chercher ou les trouver chez aussi des artistes, des sportifs. Absolument. Les clowns, c'est pas mal. J'avais pas pensé aux clowns, mais en effet, il y aurait vraiment quelque chose à faire, le clown ou le comique. Oui. Des sportifs, tu as raison de le dire, parce qu'il y en a pas mal.
Et toutes leurs expériences sont forcément intéressantes parce qu'elles mêlent beaucoup de choses qui sont à la fois des savoir-faire, des savoir-être, comme on dit, et puis l'appel à d'autres notions. Et la culture est très importante, il n'y a aucun doute. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu des épisodes qui m'ont marqué. Stéphanie Giquel, qui fait de l'ultra trail ou des efforts de très longue distance. J'ai eu Vincent Defrane, qui est multiple champion olympique ou médaillé olympique et champion du monde de biathlon. Éric Bellion, le navigateur, fantastique épisode aussi où il nous raconte c'est 11 heures à changer son safran. On se dit, mais dans des creux de 11 mètres, enfin, c'est vraiment très intéressant. Avant de plonger dans mes premières questions, je voudrais juste lire alors c'est pas la postface, mais le résumé du livre que j'ai trouvé intéressant, Commandant de sous-marin, si tu me permets. Oui, je t'en prie. 300 mètres carrés, 111 hommes, 70 jours sous la mer. Bienvenue à bord d'un SNLE, c'est-à-dire un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Seigneur des océans, monstre d'acier, cathédrale de silence, les sous-marins rôdent sous les flots, veillant sur nous et notre sécurité. Et nous n'en savons rien. Pourtant, bien des choses se passent au fond des eaux. Et la vie à bord est tout sauf ennuyeuse. Elle obéit à des règles, une discipline stricte et sereine, des rituels, des loyautés et des amitiés qui ont le goût de l'aventure et sans lesquels peut-être risquer leur vie aurait moins de sens pour ces hommes. Sous-marinier pendant plus de 20 ans, l'amiral François Dupont nous emmène à bord d'un bateau qu'on lui a confié, immergé avec les hommes dont il a la responsabilité pour, le temps d'une traversée, partager avec nous la beauté de ce métier où s'incarne à chaque instant le sens de l'engagement et la notion du devoir. Voilà, je pense que c'est pas mal pour contextualiser un peu l'épisode et voir où on est. Moi, je suis déjà dans le sous-marin. Voilà, bon, je suis pas confiné avec 111 hommes. Hein, j'ai plutôt des enfants autour de moi, mais ça change un peu. Ça doit changer pas mal de choses. Et justement, à ce propos, alors toi, tu es confiné, je crois, avec ta femme aujourd'hui. Alors, je suis confiné, mais dans des conditions qui sont confortables, puisqu'on est dans une maison, pas loin de la mer, mais on n'a pas le droit d'aller voir la mer. Donc, c'est assez particulier, mais on a la chance d'avoir beaucoup d'espace. Non, le seul question que je me pose, c'est qu'est-ce que la mer ne doit rien y comprendre, parce que personne ne expliquait ce qui se passait. Oui. En effet, et on voit beaucoup de phénomènes intéressants d'ailleurs sur les dauphins en Italie, l'eau à Venise, les baleines au large de Marseille. Enfin, c'est intéressant en effet. C'est quoi alors si tu l'expliques en longueur, j'imagine dans le livre, mais en quelques mots, le confinement dans un sous-marin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que dans les articles que j'ai pu lire aussi récemment, on voit qu'il y a quand même d'énormes différences de confinement entre ce que nous on vit dans un sous-marin. Alors, d'abord, je pense que le confinement est un terme qui est, je ne sais pas s'il est très bien adapté. Jamais en montant à bord des sous-marins, et je suis monté à bord de plusieurs sous-marins, dont des sous-marins beaucoup plus petits que le Triomphant, jamais je ne me suis senti confiné. Je me suis senti dans un environnement qui était au contraire, qui était un environnement qui était très protecteur. Hein. Pour qu'un sous-marin puisse descendre en immersion, il faut ce qu'on appelle une coque épaisse, c'est-à-dire une coque qui résiste à la pression extérieure. Et donc, on se sent plutôt en sécurité, même si c'est une sécurité qu'on vérifie en permanence pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite, pas de difficultés particulières qui mettraient en péril le sous-marin, mais on se sent très protégé. Et au fond, si on fait le lien avec le confinement qui nous est imposé là actuellement, eh bien aussi c'est aussi pour nous protéger. Et de la même façon, quand nous partons avec notre sous-marin, ben nous partons en mission qui sont d'ordre différent, dont la mission de dissuasion nucléaire, qui est une mission très particulière, mais on est en mission. Je pense que dans notre confinement aujourd'hui, qui nous est imposé pour un temps dont on ne sait pas très bien combien de temps il durera, c'est aussi une mission. Et nous sommes chacun des Français confinés appelés à réussir cette mission qui est de faire que le Covid ne se répande pas. Ok. Et en effet, quand je t'écoute, alors je voudrais préciser d'ailleurs le sous-marin, le SNLE. Donc on parle sous-marin nucléaire lanceur d'engins.
il a généralement de nucléaire deux choses, c'est sa propulsion, c'est-à-dire qu'il a peut-être vulgairement, mais un moteur électrique finalement, non? Un réacteur nucléaire qui fait tourner un moteur, et des Voilà. turbines et une hélice et qui alimente en électricité le bateau, c'est ça, absolument. Donc il ne fonctionne pas à essence, quoi, ou à type Gazole. à gazole ou à énergie fossile, quoi. Oui. Et l'autre chose, c'est que généralement il a à son bord aussi des missiles ou des engins, je sais pas, c'est peut-être pas des missiles d'ailleurs, prenant des ogives. On appelle des MSBS, des missiles stratégiques balistiques, qui sont des missiles à très grande portée. Aujourd'hui, c'est 9000 km, armés de bombes nucléaires, de façon à pouvoir dissuader. C'est la dissuasion nucléaire, qui est un sujet sur lequel on pourra revenir si tu le souhaites. Et la mission du SNLE, c'est d'être prêt à tout moment, si jamais les intérêts vitaux de la France étaient mis en cause, eh bien, pouvoir déclencher ce qu'on appelle le feu nucléaire. Avec ce paradoxe qui est la dissuasion réussie, si jamais ces missiles ne partent. Voilà. Donc on est dans un environnement qui est à la fois très technique, très technologique, très humain parce qu'il y a cet équipage dont on reparlera, et puis une mission qui est aussi une fois encore paradoxale parce qu'il faut que tout ça fonctionne, soit sûr de fonctionner en espérant que jamais les missiles ne partiront. Ça marche depuis 70 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et espérons que ça marche encore très longtemps. Voilà, très bien. Je voulais recontextualiser tout ça en effet parce que tu parlais de mission et voilà. Les grosses, c'est vrai, en effet, différences sont que je parlais tout à l'heure, par exemple, donc sur un SNLE de 111 hommes. Il y a peut-être des femmes d'ailleurs désormais, non? C'était pas le cas à l'époque? Alors, depuis le printemps 2018, il y a quelques femmes qui ont embarqué. Elles n'embarquent pas systématiquement. Il y a 4 femmes qui ont embarqué sur le Vigilant, je crois, un des 4 SNLE de la France. Toutes des officiers, et en particulier le Toubib était une Toubib. Et moi, il se trouve que je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps à Brest, et elle était absolument ravie, enchantée par cette mission qu'elle avait au milieu de ces 111 personnes qui étaient plutôt des hommes. Oui. Et donc il faut des préqualifications. Alors une des grosses différences que je voulais dire, c'est que 111 personnes, nous on est confinés généralement seuls à 2, à 3, à 5, mais pas à 50, quoi. Le principe est quand même un peu différent. Il y a quelques grosses différences comme ça, hein. Le fait de, par exemple, pas voir le jour et la nuit, le fait d'être dans un tout petit espace. Alors il y a des personnes, en particulier dans les grandes villes, qui vivent la même chose, qui sont dans des tout petits espaces, mais généralement c'est même encore plus petit, les espaces privés dans un sous-marin. C'est quoi les principales différences que tu vois en termes de confinement, si je puis me permettre? Alors, en termes de confinement, d'abord, c'est un confinement qui est choisi puisqu'on est volontaire pour partir sur ces sous-marins. D'autre part, c'est un confinement dont on sait qu'il durera entre 70 et 75 jours, donc on en voit la fin. Et pour le cerveau, c'est intéressant parce que il a cette limite de fin. Mais effectivement, c'est un confinement dans lequel la place réservée à chacun, la place de nature privée réservée à chacun est très faible. Et c'est pour ça que on croise, par exemple, près de la site missile, des gens qui font de la peinture ou des gens qui font des maquettes parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où ils peuvent le faire sans les gêner. Voilà. Donc, une des premières préconisations que je recommande et que nous avons à bord des sous-marins, c'est de bien structurer les lieux dans lesquels on est. Alors, on peut me dire que dans un appartement qui est pas très grand, structurer les lieux, c'est compliqué. Dire on travaille ici et puis on se détend là. Alors à ce moment-là, il faut passer par des heures de la journée. Il y a des heures de la journée pendant lesquelles on travaille dans tel environnement, puis des heures de la journée, et ça on ne change pas tous les jours, pendant lesquelles on se distrait. Donc cette structuration mentale aide aussi le cerveau à supporter ce confinement. Alors là, je note déjà deux choses hyper intéressantes. C'est bien structurer le lieu ou les lieux dans lesquels on est. Potentiellement, même si c'est dans un petit endroit, pourquoi pas le modifier, le mettre en... Enfin, par exemple, ne pas laisser, si tu as un canapé lit parce que tu vis dans un studio, toujours en lit, ou voilà, se mettre dans des modules Absolument. différents. Absolument. À chaque fois. Et après aussi, je trouve ça intéressant, faire des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire, comme tu le dis, du dessin, des maquettes, de la musique, enfin différentes choses, ses passions. Des albums photos dont on dit qu'on n'a jamais le temps de les trier. Ouais, c'est ça. Absolument. Plus largement, le prix des... Ça, c'est la gestion du temps long. Le temps long est une gestion de la mer. Et la mer est très caractérisée par ce temps long. Les bateaux
ils ne vont pas très vite chacun, mais ils naviguent jour et nuit, donc ils sont organisés pour ça. Et ça donne le temps long et le temps de la réflexion. D'ailleurs, la mer est un univers du temps long de la profondeur. Et elle est de ce point de vue-là très inspirante, ce qu'on trouve pas dans le confinement actuel dans un appartement. En effet. En effet, et puis oui, parce que quand tu lis, évidemment, je sais pas, moi, je pense les naufragés du Bounty ou toutes les épopées de traversées, de choses comme ça, tu as toujours en effet du temps long, voire très long, et on a une tendance à penser, je me disais ça en préparant cet épisode, confinement pas mal pour les sous-marins, mais finalement, quand tu pars sur un porte-avions, alors il y a beaucoup plus de personnes, mais peu importe quel navire militaire ou non. Finalement, il y a quand même une forme de confinement, quoi qu'il arrive. Enfin, même sur un porte-container ou un voilier de plaisance, quoi. Absolument, un confinement qui est aussi une protection. Dans mon livre, j'insiste beaucoup et je commence par ça. Je m'adresse au bateau. Et en disant au bateau, tu n'es pas un instrument, tu es un acteur à part entière. Voilà. Et moi, j'ai besoin de toi parce que c'est toi qui vas m'amener loin, profond. Et c'est ta force qui va me protéger. Mais si tu n'as pas, pour que ça se passe bien, et mon intelligence et ma réflexion, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que, d'ailleurs, on dit toujours le bateau. On ne dit pas le sous-marin, le porte-avions, la frégate. C'est le bateau parce qu'il y a un lien très fort entre le marin, quel que soit d'ailleurs le grade et le niveau dans lequel il se situe dans l'équipage, et le bateau. Et c'est pas une image que tu dis quand tu dis tu t'adresses au bateau. Quand tu parles à ton bateau comme. Oui, et je me pose toujours la question quand je suis rentré au port, de rentrer chez moi, d'aller retrouver les miens, ma famille, et je me dis, le bateau, qu'est-ce qu'il pense? Tu m'abandonnes. Il y a un peu de sentiment. Alors bon, c'est un peu poétique, mais je crois que le marin est très caractérisé par son bateau, par cet attachement au bateau, par une forme d'amour qu'il a avec lui, pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent fonctionner que si l'un et l'autre fonctionnent bien ensemble. Ok. Moi, je voudrais axer cet entretien ou la suite de cet entretien sur deux choses, notamment c'est le confinement pour tous, c'est-à-dire, tu vois, tu nous as donné deux petites choses. J'aimerais voir un peu sur comment vous travaillez aussi vos routines, comment vous formez aussi les sous-mariniers à aller là-dessus. Et après, une autre approche qui est aussi un peu plus managériale entre guillemets, parce que je te l'ai dit quand on préparait cet entretien. Avant même de penser sous-marin, avant même de penser à te contacter, j'ai eu un peu cette image avec mes associés d'être, tu vois, de diriger c'est une image aussi, hein, encore une fois, et je sais que les difficultés sont différentes, mais de diriger quand même avec Cosa Vostra un navire dans la tempête et de me dire, j'ai pas envie de trouver une échappatoire, j'ai envie de faire face et qu'on s'arrache et que on sorte les rames, les voiles, le moteur nucléaire, enfin voilà. Et il y a vraiment une sorte de mission où tu te dis tiens, c'est là où on va aussi pouvoir se prouver un certain nombre de choses, mais c'est difficile au quotidien de diriger autant de personnes dans des périodes aussi turbulentes, quoi. On commence peut-être par cette partie pour tout le monde, si tu veux bien, pour continuer. Comment vous êtes formé? Comment sur peut-être les 25 premières années avant de devenir commandant, comment on te prépare à partir comme ça? Est-ce que il y a des exercices à faire quotidiens? Est-ce qu'il y a des routines spécifiques? Est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça? Alors, quand on est officier, on a le travail principal qu'on a, la responsabilité principale qu'on a quand on est officier, c'est d'être officier chef du quart. Alors, officier chef du quart, c'est celui qui est responsable de la conduite du bateau, que le bateau soit en plongée ou en surface d'ailleurs, pendant un certain nombre d'heures. Alors, les quarts sont de 4 heures, 3 heures ou 2 heures. Et là, il acquiert complètement la responsabilité et donc l'autorité du commandant pour être le patron. Une fois encore, le bateau va pas vite, mais si on veut qu'il aille loin, il faut qu'il navigue jour et nuit. Et là, ça nous donne une capacité
a deux intérêts. D'abord, ça nous charge, y compris quand on est très jeune, hein, parce qu'on commence à 25-26 ans à être responsable d'un bateau, y compris quand il est en plongée. Et donc, on mesure toute la responsabilité qu'on ne peut avoir d'ailleurs que si on connaît parfaitement le bateau, et qu'on ne peut avoir aussi que si on s'appuie sur l'équipage qui est autour de vous, qui est de quart en même temps que vous, pendant ces 4 heures ou ces 2 heures. Et donc, il y a une sorte de plénitude de l'autorité. Et ça a aussi un deuxième intérêt, c'est que quand ces quarts de 4 heures est fini, vous qui étiez le patron du monde, si on peut dire, puisque vous étiez le chef, y compris sur un gros bateau comme un porte-avions, mais vous n'êtes plus rien, en tout cas, pendant un certain temps. Voilà. Et donc, ça nous donne un rapport au pouvoir qui est très sain, un rapport à l'autorité qui est très sain, puisqu'on nous dit, on vous la confie pendant un moment, puis après, vous le retirez, ça reviendra. Donc c'est une profonde façon de voir le fonctionnement d'une équipe et d'un équipage en général, dans lequel chacun prend une place à un moment donné et puis peut la céder à un autre. Ça, c'est, je crois, très important pour nous. Point important juste là-dessus pour comprendre, quand tu laisses la responsabilité, généralement c'est pour aller toi te reposer ou faire autre chose, ou tu peux avoir une autre tâche qui fait que tu es un subordonné de la personne qui la prend. Alors, si on applique cela au commandant, ce qui est peut-être le plus simple intellectuellement peut-être à représenter, il faut que le commandant puisse dormir. Voilà. Oui. Et donc, on n'envisage pas du tout que ce soit le commandant qui soit à la passerelle ou au poste central navigation-opération quand on est en plongée toute la nuit, toute la journée, parce qu'il ne tiendra pas. Voilà. Donc, il laisse cette responsabilité à un de ses officiers de quart. Il les connaît tous individuellement. Il sait très bien quelles sont leurs forces et quelles sont leurs faiblesses. Et donc, il y en a avec lesquels il sait qu'il faut peut-être une surveillance ou qu'il ouvre l'œil un peu plus souvent, mais il confie cette responsabilité avec une parole qui est célèbre dans la marine et qui est amusante, qui est me prévenir quand je dors, sous-entendu quand je dors, en cas de quoi que ce soit, et quoi que ce soit n'est pas n'importe quoi. Vous voyez, ça, tu vois, c'est intéressant parce que on prend la mesure des choses, la mesure de l'essentiel. Et quand on est jeune officier de quart, il y a des moments où on se dit, est-ce que je préviens le commandant, oui ou non, ou est-ce que je continue parce que j'estime que je suis responsable? Et cette notion de responsabilité, d'assumer la responsabilité soi-même avec les gens qui nous entourent, est aussi quelque chose qui est très fondamental chez nous. D'accord. Après, comment on organise je veux dire, on pourrait se dire, dans un environnement si petit, est-ce qu'on contraint les coéquipiers à faire de la, je sais pas moi, de la gym, à manger sainement, parce qu'on pourrait se dire, en fait, en 75 jours, tout le monde aura pris 12 kilos. Bon, alors j'imagine que la nourriture rationalisée quand même un minimum, puisque tu vas pas en rechercher toutes les 2 semaines, mais comment tout ça est organisé au niveau, ne serait-ce que physique, quoi, ou forme physique? Alors, d'abord, la vie est très rythmée. Je pense que dans un confinement, il faut rythmer sa vie. C'est-à-dire que il faut se réveiller le matin en disant ce matin, je ferai telle chose. Par exemple, je travaillerai. Cet après-midi, je ne toucherai pas à mon travail, en tout cas pas tout le temps, et je me distrairai ou j'irai faire du sport. Elle est rythmée bien sûr, par ça. Et dans un confinement, je pense que c'est aussi important, même quand il est imposé, comme c'est notre cas actuellement. Alors, nous, la vie est très réglée par les quarts, c'est-à-dire par les équipes qui se succèdent pour faire tourner le bateau. Elle est réglée aussi, elle est très rythmée aussi par les repas. C'est des moments qui sont absolument indispensables et dans lesquels on peut se retrouver et se détendre. Et elle est rythmée aussi lorsqu'on n'est pas de quart ou pas en train de faire la maintenance d'un équipement, et bien par les distractions. Là, les distractions, il faut laisser absolument libre cours à ce qu'on a envie de faire. Il n'y a rien à imposer. On ne peut même pas imposer le sport, bien qu'il soit absolument indispensable. Moi, je m'imposais tous les jours 1 heure de tapis roulant. Voilà. Dans ce cas-là, il faut donner l'exemple, de façon à pouvoir à la fois bouger son corps, et aussi bouger son esprit en lisant, et en se lançant dans un apprentissage et en faisant, comme tu disais tout à l'heure, des choses du temps long qu'on n'a jamais le temps de faire. D'accord.
Après, d'un point de vue, alors j'imagine que peut-être les plus jeunes, peut-être pas forcément d'ailleurs, tu vas me dire, mais les moins expérimentés, c'est peut-être les plus fragiles, mais euh, il y en a qui doivent un peu péter une pile de temps en temps. Enfin, je veux dire, au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, moi, c'est aussi là où j'ai un peu ces craintes actuellement, mais se dire, ok, euh, comment on les identifie et voilà, tu vis ces moments-là à bord d'un sous-marin, j'imagine? Bien sûr. Alors, je pense que ce qui est très important, et on en a parlé tous les deux en préparant cette émission, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qui est absolument capital dans une équipe, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la tienne ou la mienne sur le sous-marin, c'est d'observer la météo. Alors, pas la météo du soleil, mais la météo de l'équipage. Il y a des moments où l'équipage est en forme, on le sent, ça se passe bien. Puis des moments où il est moins en forme parce que la patrouille commence à durer un peu longtemps, qu'on se sent fatigué. Donc ça, il faut pas négliger ça. Il faut pas négliger le fait que la météo peut être bonne ou pas bonne. En tout cas, ça sert à rien d'imposer qu'elle soit bonne tout le temps, ça serait complètement inefficace. Donc, c'est la météo Et de tu as des l'ensemble. techniques pour ça? Alors la technique, elle est de se faire prévenir par les gens qui ont cette sensibilité de la météo régulièrement pour euh, quelquefois dire je sens que ça ne va pas, de prendre le micro pour faire une diffusion ou organiser peut-être une réunion dans laquelle on va parler des difficultés particulières qu'on a, etc., etc. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'avoir là aussi des thermomètres. Alors nous, on a un très bon thermomètre à bord qui est le médecin. Parce que le médecin est bien sûr capable d'opérer une jambe, un abcès, une appendicite, etc. Mais il a aussi une formation pas de psychiatre, mais de psychologue. Et il est capable de venir le commandant en disant, commandant, là, l'ambiance n'est pas très bonne, il se passe des choses. Bon, donc ça, c'est la météo de l'ensemble. Et puis, on peut trouver aussi des gens qui se recroquevillent, qui sont dans leur coin, dont on sent qu'ils sont pas très bien, souvent pour des raisons très objectives, parce que par exemple, ils sont partis en mer avec un enfant malade, ou des choses comme ça. Et là, c'est pareil, il faut que ça remonte vers l'état-major de façon à pouvoir le prendre en compte. D'accord. Et une fois que tu l'as pris en compte justement, ou que ce thermomètre, voilà, est-ce que vous avez, je sais pas, des techniques spécifiques, vous êtes formé, vous avez un certain nombre de choses pour désamorcer les choses. Je peux reprendre par exemple cet exemple hein, de cette personne qui part avec un enfant malade. Vous avez pas ou très peu de communication avec l'extérieur, donc tu dois le rassurer par de la psychologie ou par, mais tu n'as pas d'informations sur son enfant en fait pendant les 75 jours de congé. Non, je n'aurais des informations sur l'enfant que si si ça devenait très grave et si à ce moment-là, on pouvait envisager, l'amiral à terre pouvait envisager d'extraire la personne en question parce que ça devient vraiment très grave. Non, je pense que ce qui est très important d'abord, c'est d'avoir complètement confiance quand on part en mer sur le fait que l'environnement, l'écosystème qui est resté à terre, c'est-à-dire l'écosystème à la fois de l'état-major qui est non seulement responsable du déploiement opérationnel, de tout ce qui est opérationnel, mais qui est aussi responsable du fait que les familles se portent bien dans cet écosystème, et le lien qu'ont les familles est un lien très proche entre elles, justement pour s'entraider, donc il faut avoir cette grande confiance. Et ensuite, d'abord, très souvent, il suffit simplement de faire parler, de parler avec les personnes. Et là, on sait qu'on a des gens à bord qui sont plus doués que d'autres pour rassurer, faire parler, etc. Il y a quand je t'écoute, tu te dis une sorte de double. Les entreprises aujourd'hui ont quand même beaucoup changé dans la manière aussi de et le management hein, notamment a beaucoup changé dans la manière, je pense, de. Il y a peut-être moins de distance sociale, alors même s'il en faut, on va dire physiquement, mais euh, qu'avant, peut-être aussi le tutoiement, le fait de peut-être boire plus facilement des coups et de je sais pas enfin ça se faisait aussi avant mais de je me dis finalement quelque part dans l'armée tu dois avoir peut-être une sorte de respect imposé, je sais pas exactement à quel point ça a changé aussi avec le temps, mais d'une forme de distance qui peut aider dans certains cas, mais peut-être pas dans d'autres. Est-ce que
est-ce que j'ai du mal à formuler ma question, mais est-ce que tu penses que finalement le fait d'être plus proche physiquement pendant cette période de confinement ou de de sortie en mer euh, réduit un peu cet écart? Enfin, je me rends pas compte à quel point vous Ouais, tout alors, le tu veux monde bien que je vais te dire mon sentiment profond sur ce sujet-là. Je- pour moi, le fonctionnement de l'équipe, du commandant au plus humble de l'équipage, fonctionne parce que je respecte et nous respectons chacun l'autre. Alors, pour aller encore un peu plus loin, une des caricatures de l'armée, c'est de dire, de toute façon, c'est facile, il y a un chef, c'est lui qui a l'autorité, et tout le monde se met au garde à vous et dit ce qu'il a à faire. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus subtil. Et moi, d'accord, je prétends, et je pense que ça marche aussi dans les entreprises, que l'autorité, c'est pas l'autorité du chef, c'est l'autorité de chacun. C'est-à-dire que quand tu confies une responsabilité à quelqu'un, tu lui confies parce que tu le reconnais comme un expert de tel domaine, le connaissant mieux que toi, même si toi tu sais de ce dont il s'agit, et que donc tu lui reconnais une part de cette autorité. Et c'est c'est hyper parce que intéressant. chacun se sent bien à sa place, non seulement parce qu'on lui a confié une responsabilité, qu'on lui fait confiance, qu'on n'est pas toujours au-dessus de son épaule pour savoir si ça va fonctionner pas bien, bien ou pas bien, et que du coup on lui reconnaît cette part d'autorité, et c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, alors le tutoiement, etc., tout ça c'est très bien, mais si ça cache ou si ça veut greenwasher pour dire Ouais, ouais, des ouais. relations de proximité, c'est pas une bonne chose. La vraie proximité le bon commandant, le bon chef, c'est celui qui est là, qui ne dit rien et qui laisse aller jusqu'au bout de leur responsabilité, de leur initiative, des gens à qui il a confié quelque chose. Je crois que et non seulement en les laissant aller, mais de temps en temps, en leur disant, là, chapeau, parce que ça a vraiment bien fonctionné. Et je crois que c'est une des clés aujourd'hui que malheureusement on ne retrouve pas partout. Je suis totalement aligné. Je trouve ça hyper intéressant de le rappeler. Et c'est vrai que euh, alors déjà merci de m'avoir aidé à me dépatouiller de cette question que j'arrivais pas à te poser parce que tu m'as bien je te tendais une perche mais voilà, donc ça c'est fait. Et après euh, non, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en effet on parle beaucoup et de plus en plus avec pas mal de d'entrepreneurs, de hommes-femmes d'ailleurs hein, dans ce podcast, mais de justice, d'être juste, d'être respectueux, euh, d'être aussi, enfin des routines en l'occurrence, et on voit un peu les routines, c'est la liberté. On en a parlé de ça récemment aussi, mais donc deux choses sur lesquelles on se dit, ok, c'est pas, enfin, faut faire attention à pas virer totalement dans le Far West comme on peut le sentir. Ou le ressentir au moins dans certains univers, certaines startups, etc. Où finalement, il faut bien rappeler que voilà, il y a aussi un environnement très réglé dans l'armée, et ça c'est aussi, je pense, un, un plus quoi, parce que quand tu crées une boîte souvent aussi assez jeune euh, et que t'es pas passé par là ou par d'autres boîtes, on parle souvent nous des process par exemple, et tu vois moi ce que je vis dans ma boîte actuellement, c'est on met beaucoup de process dedans parce qu'on passe les 50 personnes qu'on n'avait pas avant, et ça nous donnait une forme d'agilité aussi qui était intéressante. Mais en revanche, avant d'arriver là, c'est vrai que je pense que la notion de respect et de justice, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dont on Mais je voudrais peut. parler un peu du process. Le process est un moyen extrêmement efficace de confier à quelqu'un une responsabilité pleine et entière sur un sujet particulier. Je disais l'autre jour, je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui m'interrogeait sur le confinement et qui me disait c'est très régulier, j'ai des réunions tous les jours avec mes équipes, etc., etc. Bon, et moi je fais l'ordre du jour et ils me répondent et tout ça. Et je lui disais, et si tu essayais une fois pour profiter de cette période de confinement de changer un peu, c'est-à-dire de dire, ben moi pour la prochaine réunion c'est pas moi le chef qui va faire l'ordre du jour, c'est toi un tel. Le un tel sera peut-être surpris au début, mais toi, tu seras peut-être surpris aussi de voir qu'il aborde les choses d'une façon différente et qu'elles t'enrichissent. Et je voudrais insister sur le fait que cette période que nous vivons, qui est compliquée, que tu vis toi, Mathieu, avec tes équipes, eh ben, elles seront certainement, et tu le verras à la fin, un moment très privilégié où tu verras sortir des personnalités, s'affirmer des initiatives que tu n'aurais pas forcément vues en temps normal.
Et je pense qu'il faut essayer d'en profiter. En tout cas, nous, c'est ce que nous cultivons dans les armées, dans le marine en particulier, une fois encore, de donner à chacun sa pleine mesure, non seulement par sa compétence technique, mais par sa personnalité. Voilà. Je pense qu'une période comme nous la vivons, eh bien, elle peut permettre à certains de s'épanouir et d'apporter des choses que tu n'aurais jamais imaginées avant. Je suis, ouais, en effet, ce sont des phénomènes qu'on voit aussi apparaître. C'est-à-dire, on voit des personnes éclore, prendre la mesure. Nous, on a énormément responsabilisé, enfin, pas mal de personnes, et c'est assez marrant, tu vois. Par exemple, euh, en temps normal, dans beaucoup de boîtes, moi, je viens pas mal des sales, des ventes, tu vois. Donc, c'est une position que je respecte énormément, mais qui est souvent assez peu respectée dans beaucoup de boîtes parce que le vendeur, tu vois, en France, on le voit, caméra café, Jean-Claude Convenant. Enfin, c'est pas, il y a une sorte tu vois, de cliché du commercial, etc. Et en ce moment, je vois chez nous et chez pas mal d'autres, hein, mais une forme de, enfin, il y a une prise de responsabilité de beaucoup de gens qui gèrent le business qui est vraiment impressionnante, c'est-à-dire se dire, OK, on a une responsabilité là en ce moment qui est de faire tourner le reste du bateau, quoi. Je reviens sur cette image, hein, et très forte et qui est prise en main par beaucoup de personnes. Je pense, enfin, je vais les citer d'ailleurs, Jennifer, notamment, Tim, Louis, enfin, et d'ailleurs aussi des associés qui remouillent la chemise réellement dans tout ça, qui avait un peu délégué ou qui avait d'autres choses à faire, etc., qui est assez poignante, en fait, je dois dire. Oui. Elle est émouvante. Elle est émouvante. Ouais. 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 Et moi, j'insiste beaucoup tu parlais de la PM tout à l'heure. Je termine toujours mes séminaires là, qui durent 5-6 heures par une vertu qui est, je crois, celle du dirigeant et celle de la personne qui est bien dans son job. L'émotion n'est pas une faiblesse. L'émotion est au contraire une force. Quand nous, on rentre d'une patrouille de 70 jours et qu'on dit terminé barré moteur, barré machine, c'est-à-dire qu'on est passé à autre chose, on est ému parce que la mission a été réussie. Et c'est pareil pour toi, quand tu dis que tu es ému par la place que prennent l'un ou l'autre, c'est une des vertus de ces moments compliqués. En effet. Très bien. Écoute, je pourrais te poser une dernière question peut-être sur tout ça. Sur aujourd'hui, je te disais qu'on est à peu près à 4 semaines, donc a priori, on voit que ça va durer. Est-ce que tu penses qu'il y a, je sais pas, est-ce que tu as des pressentiments ou des choses où tu te dis bon, là on a vécu ça, on va rentrer dans cette phase, là ça va être. Est-ce qu'il y a des moments plus durs que d'autres dans une phase de 75 jours de plongée qui reviennent toujours? Il y a des moments qui sont plus difficiles, il y a un moment un peu plus, qui est à la fois un peu plus facile et un peu plus difficile, c'est la mi-patrouille, c'est-à-dire 35 jours. On appelle ça la cabane, c'est-à-dire qu'on se renverse finalement. Et donc, tout le monde est heureux parce qu'on sait qu'on arrive à la mi-patrouille. Et puis, le 36e jour, on se rend compte qu'il reste la moitié. D'autres moments qui sont difficiles, c'est quand on passe Noël en mer, par exemple. Quand on passe, bien sûr, loin de nos familles. Et alors, je pense, et je reviens à la météo, je pense que l'attitude du chef ne doit pas être la même. Elle n'est pas forcément la même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger de l'équipe ou de l'équipage exactement la même chose à tous les moments. Donc, ce qui me semble important avec ce confinement dont on ne sait pas très bien comment il va terminer, je pense qu'il faut se dire, je vais réussir mon confinement. Alors, ça sera peut-être compliqué, mais je vais le réussir. Et puis, en ce qui concerne toi et ton équipe, nous allons réussir ce temps qui nous est donné, en plus, pour voir comment on pourra rebondir après. Ça ne sera pas forcément facile, mais ça nous donne aussi le temps de réfléchir et pas de dire, on a le nez sur le guidon, donc on ne réfléchit pas. Voilà. Alors, combien de temps ça va durer? Ça sera forcément compliqué, mais la force que vous avez vous-même, toi-même avec ton entreprise, tous ceux qui sont avec toi, qui est une vraie force, hein, une vraie force de soldats qui vont chercher des marchés, qui développent la capacité économique de la France.
eh bien, elle va être mise à un autre service, qui est celui de repartir, de reprendre espoir, de redonner du travail. Cette force-là, vous l'appliquerez d'une façon un peu différente, mais elle est toujours là. Et il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous et il faut être bienveillant avec vous. Ouais, c'est hyper important. Et alors, du coup, ça me fait forcément rebondir sur une autre question. Parce que, alors, on essaye ça et moi, j'ai cette approche vraiment, je crois, de confiance et aussi de réassurance, etc., etc. J'ai pas ressenti, honnêtement, de grosses, failles ou faiblesses. Pour l'instant, il y a eu des jours où, mais même ce matin, d'ailleurs, et c'est peut-être une des premières fois où j'étais un peu crevé, presque sentiment de gueule de bois alors que j'ai à peine bu hier soir. Mais, et, et finalement, tu vois, on a eu un petit lag pour le début de cet enregistrement. Et finalement, il était assez bienvenu parce que j'ai pu me faire un café en plus. Et puis, Ouais. on avait un petit souci technique. Et voilà, mais c'est reparti, tu vois. Mais est-ce que dans un commandant, tu me disais montrer ses émotions, c'est pas mal. Est-ce que tu peux montrer une faiblesse? Alors je pense qu'on peut, en particulier avec son second, avec lequel il faut former un binôme très serré, très solide. Je pense qu'on peut se confier à son second en disant à un moment donné, bah, écoute, vous savez un peu moins bien, etc. Oui, je crois. Je pense qu'il n'y a de la même façon que le second est capable de venir te voir en disant, dis donc, là, la réaction que tu as eue à tel moment, pas comprise. Moi, ça m'est arrivé une fois, hein, j'étais un peu fatigué, et le responsable des essais, au moment du triomphant, il vient me voir en me disant, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Et on est des grands amis, et je le remercie encore de me l'avoir dit, parce que bah, je m'en étais pas rendu compte, parce que comme toi, ce matin, peut-être que j'étais fatigué. Donc pour le chef, le patron, je pense que c'est aussi important de dire, bah oui, je peux avoir une faiblesse, etc. Euh, J'y et, reviens assez souvent. Ce qu'on appelle dans une littérature business de Ray Dalio, j'en parle souvent, mais de thoughtful disagreement, quoi, oui, un absolument. désaccord réfléchi euh, et bien pensé. Absolument. Et c'est pas une faute, c'est pas un péché, c'est normal, et ça peut permettre de rebondir sur autre chose. Je pense en particulier, on n'a pas parlé du tout du monde politique aujourd'hui, mais je pense que une des grosses faiblesses du monde politique, c'est de pas de temps en temps se reconnaître que, bah oui, on n'a pas été bon. Voilà. Passons à la chose suivante. Euh, Plutôt que de dire, ah bah si, parce qu'on ne savait pas, je sais pas quoi. Non, à partir du moment où on reconnaît qu'on n'est pas bon, eh bien, on n'est pas bon et on passe à l'affaire suivante. Donc, encore, je pense que la bienveillance envers soi-même, c'est pas gnangnan, c'est le fait de dire, bah, je suis un homme et puis je peux avoir mes faiblesses, mais ça n'entame pas ma mission, qui est une mission absolument capitale aujourd'hui, et je dois maintenir le bateau en état malgré la tempête. Écoute, c'est une belle manière. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté politique, en effet, d'accepter ses faiblesses. C'est trop rare. C'est une belle manière de finir cet épisode. On a abordé tous les sujets. Il y a des choses que des questions que j'aurais dû te poser, selon toi? Euh, non, je pense qu'on a parlé du rapport au temps, du rapport aux autres, du rapport à soi. Euh, c'est peut-être intéressant parce que moi je découvre aussi un peu actuellement de se pencher justement sur ce qu'est, sur ce que nous sommes, sur ce qu'est le cerveau, c'est ce dont a besoin le cerveau pour que ça fonctionne bien. Mhm. Euh, et alors, c'est amusant parce que j'ai une fille qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, qui m'a dit le cerveau, il a besoin de café, comme toi ce matin. Mhm. Alors, café, c'est le C de certitude. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de certitude. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rythme de la journée, il faut donner au cerveau des certitudes, Mhm. en disant, bah, ce soir, bah, je ferai comme hier, ou au contraire, différemment d'hier, tel rituel. Hein. Le rituel est important. Le deuxième mot de café, c'est A, c'est-à-dire autonomie. Et là, bon, on en a parlé tout à l'heure avec l'autonomie qui est donnée de façon pas artificielle, hein, mais de façon très claire à tes associés qui ne sont pas près de toi. Il y a le franc jeu. Le F, c'est franc jeu, c'est-à-dire qu'il faut être franc jeu avec tout le monde, y compris quand il y a des difficultés. Et puis le dernier, que je crois qui est important, qu'on appelle empathie, mais ça peut être bienveillance, ça peut être tout le reste,
c'est rien du tout. Moi, quand je dis que le patron peut, ce qui n'est pas ton cas, franchir un atelier sans dire bonjour, ou sans féliciter en disant il a fait son job et puis c'est normal, je le félicite pas, il sait que je le félicite. Non, il y a des choses qu'il faut faire auxquelles les gens avec lesquels on travaille sont hypersensibles. Tout à fait. Et je vois aussi en parlant de bienveillance d'ailleurs avec les autres et avec soi-même, je trouve qu'il y a ces derniers jours, je vois apparaître un peu plus un certain nombre de personnes, notamment dans les sphères d'influenceurs du digital, on va dire, de gens qui font un peu ok, ça va, on a le droit de pas faire 1 heure de sport tous les jours, on a le droit de manger bien sûr. des chips et de boire de la bière, on a le droit, enfin, faut aussi être pas se mettre une pression monumentale tout le temps maintenant en période de confinement, quoi. Et ça, absolument d'accord. C'est pour ça que je parle beaucoup de la bienveillance avec soi-même. Chaque homme ou chaque femme n'est pas le même qu'à côté, et on peut avoir besoin d'avoir quelqu'un qui ne suit pas les mêmes règles, au contraire en disant oui, et soi-même de dire oui, tiens, pour une fois je vais casser ma règle. Voilà. C'est un militaire qui nous dit ça, c'est bien. Je vais désobéir. Alors je me dis, je vais désobéir. Alors on me dit, c'est pas possible qu'un militaire dise ça. Bah si, je vais désobéir. Voilà. Écoute, ça donne envie de te faire participer, de te faire, je pense, participer sur des notions de management et donc l'association pour le progrès du management. J'en reparle parce que voilà, apm.fr. Donc n'hésitez pas à les contacter. Je rappelle aussi donc que tu as écrit ce livre qui s'appelle Commandant de sous-marin aux éditions Autrement, qu'on trouve. On mettra le lien sur le descriptif de l'épisode. Voilà que je recommande. Je pense que c'est quand même un bon moment pour le lire. Voilà. Alors ça s'est fait très vite. Je l'ai pas encore lu, mais je compte bien le faire. Mais je vais être transparent. Ça sera fait dans les prochaines semaines. Et puis j'en profite aussi, tiens, parce que j'avais contacté aussi en parallèle un deuxième commandant à la retraite, Michel Marot, que tu connais. Il a été mon commandant. Ouais, c'est ça. Donc j'en profite. Oui, c'est ça, qui a été ton commandant, pour le saluer, même l'embrasser affectueusement. Moi aussi. Et voilà. Donc s'il écoute cet épisode, parce que voilà, ça s'est entrecroisé au dernier moment. Je te remercie 1000 fois pour cet épisode qui change, qui est passionnant et qui m'a beaucoup plu. À la fois en termes de technique, de rigueur, de respect, de valeurs aussi potentiellement un peu militaires, mais aussi beaucoup de valeurs très humaines, et on sort de tous ces clichés ou cette perception externe qu'on peut avoir, notamment de l'armée, de ce qui peut se passer à bord d'un bateau, comme on dit. Merci François Dupont. On peut te joindre un peu partout, donc sur LinkedIn notamment, on en a parlé, on mettra le lien aussi dans l'épisode, et puis si vous voulez joindre François pour une raison ou pour une autre, n'hésitez pas à nous contacter sur le site gdiy.fr comme Génération Do It Yourself, et puis on forwardera vos messages à François qui jugera. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie à tous d'écouter ces épisodes. Je vous rappelle qu'il faut pas oublier de vous inscrire à la newsletter. Je crois que c'est gdiy.fr/mail. Voilà, vous recevrez toutes les semaines l'épisode, et puis quelques petits conseils de lecture, comme par exemple ce livre de François Dupont. Merci à tous, merci François, et à bientôt sur Génération Do It Yourself. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.